Bonjour à tous. Parfois, je m'interroge sur le communisme parce que je partage un point commun avec les communistes, les fascistes et les nazis. C'est que des fois, effectivement, je constate qu'il y a des gros trous dans la raquette, dans la légitimité de la police et même de la gendarmerie comme force de l'ordre. Je trouve qu'il y a des choses qui vont pas du tout et qui légitimeraient qu'effectivement le peuple se soulève et tue tous ces policiers, voire même tous ces gendarmes. Des choses extrêmement graves et donc qui me poussent à m'intéresser aux gens qui ont pensé la question, quels sont leurs arguments, et donc notamment les communistes. Et donc le communisme, des fois je l'écoute sur Mediapart, surtout la chaîne YouTube Mediapart, Lib, la chaîne YouTube Lib Tropique. Après, il y a des penseurs intellectuels divers et variés qui en parlent respectivement. Et donc, je vous propose de commencer une série. Alors, dans chaque épisode, je vais produire une critique du communisme ou un petit pense-bête à l'intention de moi-même d'abord et puis de ceux que ça intéresse. Un rappel sur des choses qui ne vont pas dans le communisme. Et je pense en particulier à Mélenchon qui, il y a quelques années, faisait un discours au pied de la Canebière sur le port de Marseille. Mélenchon faisait le beau avec un rameau d'olivier, il ouvrait grand sa bouche pour nous déclarer des poèmes d'amour et de faire des grandes déclarations bien péremptoires. À l'époque, il surfait sur l'actualité, enfin, il a toujours surfé sur l'actualité. Monsieur Mélenchon, comme tous les communistes, aime bien surfer sur l'actualité et faire son beurre des malheurs des autres. Et à l'époque, c'était les armes de destruction massive. Donc je fais allusion à ce discours qui a été repris par le compositeur et arrangeur-interprète Khaled Frick. J'aime bien cette chanson. Et donc je vais répondre quelque part à ces grandes prétentions des communistes de vouloir la paix. Parce que M. Mélenchon prétend qu'il veut la paix et qu'il veut qu'on s'oppose et qu'on détruise tous les gens qui sont prêts à utiliser les armes de destruction massive ou les armes bactériologiques, etc., etc. Je voudrais faire un petit rappel historique pour poser la question, est-ce que les communistes sont vraiment pour la paix? Il y a un événement qui a retenu mon attention, que j'ai découvert très par hasard, et vous allez voir, c'est une thématique assez discrète, et surtout c'est une thématique qui concerne en particulier les militaires, et s'il y a bien un dénominateur commun à tous les militaires sur la planète, c'est que les militaires, ce sont des sous-citoyens, entre guillemets, enfin ce sont des citoyens très particuliers qui n'ont pas les mêmes droits que les autres citoyens. Le premier droit des militaires, c'est d'obéir et de se taire, surtout de ne pas communiquer avec la société civile pour des raisons de sécurité nationale. Ceux dont je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les missiles Pluton et les missiles Hadès. Petit rappel historique, en France, en 1974, la France, l'armée française, possède notamment des missiles Pluton. Ce sont des missiles très particuliers, c'est une arme de frappe nucléaire. La portée, la particularité de ces missiles nucléaires, force de frappe nucléaire, c'est qu'elle a une portée entre 20 et 120 km. En 1974, le programme Pluton est amélioré, donc on ferme le programme Pluton et on passe au programme Hadès, donc les missiles Hadès qui sont des missiles de frappe nucléaire également. Donc là, on est à une portée entre 60 km et 480 km, ça c'est 1984. Donc en 1974, la France possédait les missiles Pluton, en 1984, la France possédait les missiles Hadès. Alors, ces missiles-là sont très particuliers, très intéressants, notamment pour comprendre les équilibres par la dissuasion nucléaire. Et donc, je trouve que c'est un sujet très intéressant quand on pense la paix à l'échelle internationale. Parce que ces missiles-là, les missiles Pluton et les missiles Hadès, ce sont des missiles qui, dans le jargon militaire français, sont des missiles pré-stratégiques. Je fais cette vidéo pour dire à ceux qui ne le savent pas, et je pense qu'ils sont légion en France, dans l'imaginaire collectif profane, le problème de l'arme nucléaire, de l'arme atomique, c'est que si on l'utilise, le problème c'est la riposte. Parce qu'on a cette impression que dès qu'on utilise une arme nucléaire, si l'adversaire en face de soi, qu'on attaque, a un partenariat avec un pays qui a lui aussi des armes nucléaires, ou que ce pays lui-même a des armes nucléaires, par le jeu de ricochet, par la réponse, on va rentrer dans un conflit nucléaire généralisé. Or, ces missiles-là,
les services militaires français, les armées françaises, notamment l'armée de terre, hein, dans notre cas c'est l'armée de terre, parce que c'est un missile sol-sol. C'est un missile qui a la particularité de pouvoir être tiré par l'armée de terre, depuis le sol, pour aller toucher une cible au sol. À différencier, bien sûr, des armes dont dispose l'armée de l'air, qui peut être tirée de l'air, ou des armes nucléaires qui peuvent être tirées par la marine nationale depuis les airs, puisque eux aussi possèdent beaucoup d'avions, ou depuis un sous-marin au large, ou depuis un navire de guerre au large. Donc je disais, les missiles Pluton et les missiles Hadès, ce qui était très intéressant, c'est que c'était des armes nucléaires, mais petites. Tellement petites qu'en fait, on pouvait s'en servir sans craindre que ce soit interprété comme une attaque, une réelle attaque nucléaire sur un pays. L'idée derrière la notion d'arme pré-stratégique, c'est qu'il s'agit d'une arme qui joue le rôle d'ultra dernier avertissement. Ça veut dire que quand une armée emploie cette arme, ça veut dire attention, c'est le dernier avertissement, après je passe vraiment à la guerre totale et aux choses sérieuses. Alors, je ne suis pas un spécialiste du domaine. S'il y a des spécialistes qui veulent se manifester, je les invite à faire des vidéos YouTube sur le sujet. Mais le problème, c'est que les spécialistes en question, c'est des militaires. Et des militaires qui feraient des vidéos YouTube pour parler du sujet, il faudrait qu'ils attendent d'être à la retraite. Et même à la retraite, c'est pas sûr qu'ils soient très chauds. Mais de ce que j'ai compris, la force du missile Pluton, l'intérêt pour la France et tous les autres pays du monde, c'est que comme c'est un missile qui a peu de portée, qui a une courte portée, déjà, c'est plutôt défensif. Courte portée lancée depuis une armée de terre. Et en plus, une charge nucléaire modeste. Petite charge nucléaire. Rien à voir avec les armes nucléaires auxquelles on pense quand on pense au conflit de la guerre froide qui a opposé l'URSS et les États-Unis. Donc les missiles Pluton et Hadès, si vous voulez, c'est une arme qui permet, en cas d'invasion terrestre, de vitrifier un champ de bataille. Donc ça peut être, par exemple, une arme très intéressante parce que même un petit pays qui n'a pas des gros moyens, s'il subit l'attaque d'une armée bien plus importante que la sienne, le petit pays en question, s'il dispose des missiles Pluton ou Hadès, déjà il est obligé de s'en servir de manière défensive parce que ça ne va pas très loin, et puis ça permet de vitrifier localement des champs de bataille. Donc déjà ça peut neutraliser une quantité d'infanterie, de chars, de véhicules ennemis importante sur une superficie qui est intéressante, parce que comme je vous dis, ça vitrifie un champ de bataille de la taille d'une ville. Mais on est dans l'idée que c'est forcément une arme qui est plutôt défensive, parce que si les ennemis n'avaient pas été là, ils ne se seraient pas pris cette arme sur la tronche. Et de ce que j'ai cru comprendre aussi, il y a aussi une idée que l'emploi de cette arme, en plus d'être très localisé, mais de pouvoir vitrifier un nombre important de véhicules ennemis, d'infanterie ennemie, et il y a aussi la possibilité qu'elle rende invivable pour des êtres humains pendant 48 heures un secteur donné. Et donc si vous subissez une attaque par une armée puissante, vous allez la forcer à stopper sa progression nette, à contourner, à devoir trouver un autre itinéraire et donc gagner par exemple 48 heures. 48 heures dans un conflit armé, stopper une armée bien plus importante que la vôtre pendant 48 heures qui vous attaque, c'est très intéressant. Puisque 48 heures, ça laisse la possibilité à des alliés de vous rejoindre, de mettre des mesures en place, etc., etc. Surtout que quand une armée attaque votre pays, a priori, il y a déjà eu une prise en compte de la géographie, la topologie, des fleuves, des barrières naturelles, et on a déjà privilégié des passages pas trop compliqués pour passer avec une armée terrestre. Et donc là, vous venez compliquer considérablement la chose en vitrifiant et en posant des obstacles. Alors, quel rapport avec les communistes ? Eh bien, c'est le moment de parler de M. François Mitterrand. M. François Mitterrand, qui a été candidat Union de gauche en 1965, donc l'Union de gauche, c'est-à-dire les socialistes et les communistes, pour l'élection présidentielle de 1965, avait choisi de désigner M. Mitterrand comme candidat à l'élection présidentielle pour la gauche. Il a perdu. Et M. Mitterrand était premier secrétaire du Parti socialiste en 1981, année pour laquelle il y avait également une élection présidentielle. Et donc pour cette élection de 1981, les socialistes, le Parti socialiste et le Parti communiste français avaient choisi M. Mitterrand comme leur
candidats, et ils avaient écrit ce qu'on appelle le programme commun de gouvernement, qui est un programme de réforme qui a été écrit en 1972. Donc c'est un programme de réforme issu d'accords, de réflexions communes entre le Parti socialiste et le Parti communiste français. Et notamment, dans ce programme commun de gouvernement, il y avait tout un volet de désarmement nucléaire. Il était prévu que si le candidat de l'Union de gauche, donc PS plus PCF, Parti socialiste plus Parti communiste français, le candidat de cet ensemble, c'est-à-dire François Mitterrand, devenait président, eh bien, ce programme de réforme, le programme commun de gouvernement, ce serait des réformes qu'il devrait suivre. Et donc, il devait œuvrer notamment au désarmement nucléaire. Je vous mettrai mes sources dans la description sous la vidéo, vous pourrez avoir plus de détails, notamment sur le programme commun de gouvernement. Donc, M. Mitterrand est devenu président de la République pour la première fois en 1981. Et qu'est-ce qu'il a fait en 1991 ? Eh bien, en 1991, le président de la République, François Mitterrand, je vous rappelle que le président de la République en France, c'est également le chef des armées, M. Mitterrand, le candidat des socialistes et du Parti communiste français, a mis fin au programme HADES. Donc, historiquement, la disparition et l'arrêt du programme HADES, qui était lui-même une amélioration du programme Pluton, c'est historiquement, c'est la venue au pouvoir de François Mitterrand. Il a été hissé au pouvoir par les socialistes et les communistes. Et François Mitterrand a pris la décision de mettre fin au programme HADES sur la base du programme commun de gouvernement écrit par les socialistes et les communistes. Et donc pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que je me demande si finalement cette chronologie qu'on doit en grande partie aux communistes n'a pas été contre la paix ou dans le désintérêt de la paix à travers la planète, puisque par exemple, nous avons eu par exemple en 1991, il y a eu une guerre en Géorgie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Géorgie c'est un ancien pays de l'URSS. Les Russes aiment bien foutre la merde en Géorgie en excitant les nationalismes, en fournissant des armes aux indépendantistes pour faire la guerre à la Géorgie, aux forces régulières de la Géorgie. La Russie fout la merde également en Géorgie en instrumentalisant les personnes qui ont des problèmes avec les homosexuels, les personnes transgenres, avec la communauté LGBT. Puisque les Géorgiens aimeraient bien se rapprocher du bloc occidental, les Géorgiens aimeraient bien se rapprocher de pays comme la France, les Géorgiens aimeraient bien que la Géorgie se rapproche de l'OTAN, des forces armées de l'OTAN, puisqu'ils ont fait la guerre, il n'y a pas si longtemps que ça, une première guerre en 1991 contre le géant russe. C'est vraiment l'histoire de David contre Goliath. La Géorgie, par rapport à la Russie, c'est un pays minuscule. Heureusement, ils ont 2 chaînes de montagnes titanesques qui sont des grandes frontières naturelles, et puis il y a aussi les mers. Il y a eu une deuxième guerre, en partie à cause des Russes, en 2008. Donc je vous donne l'exemple d'un petit pays, la Géorgie, qui a des problèmes pour défendre son pays contre le géant russe. On a également la guerre en Ukraine, la région du Donbass, très très similaire. L'Ukraine aimerait bien se sentir plus libre de prendre les décisions qu'elle veut sur le plan militaire, géopolitique, mais la Russie ne voit pas ça d'un bon œil. Elle n'a pas forcément envie qu'il y ait autant de rapprochement commercial que ça avec les Occidentaux, de rapprochement militaire. On a eu également la création de l'État d'Israël. Alors peut-être que je suis pas assez renseigné sur le sujet, mais moi je trouve en 2021, à la hauteur de mes connaissances, que c'était une belle connerie de créer l'État d'Israël. C'est un projet que je qualifierais même de rêve d'Adolf Hitler. Je trouve que créer l'État d'Israël, c'est donner naissance à un rêve que même Adolf Hitler n'osait faire, cette possibilité d'ostraciser les Juifs, d'isoler les Juifs en leur donnant un pays, ce qui pose des questions concernant l'assimilation des Juifs partout sur la planète, puisque si les Juifs peuvent autant que n'importe qui s'assimiler avec tous les autres pays du monde, pourquoi ils auraient besoin d'un pays particulier où il y avait déjà des gens présents? Je pense à titre personnel qu'il ne peut pas y avoir d'État d'Israël sans qu'il y ait d'antisémitisme et de montée de l'antisémitisme, puisque la création et le maintien de l'État d'Israël, ça ressemble à une pure invasion armée. Et donc, je me pose la question, dans le cas des 2 guerres en Géorgie, de la guerre du Donbass,
du conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu d'arrêter, à cause des socialistes et des communistes, le programme des missiles Hades et le programme des missiles Pluton, qu'est-ce qui se serait passé si nous les avions continués? Je vous rappelle qu'on a mis fin aux missiles Hades en 1984. La première guerre Russie contre Géorgie, c'est 1991. L'idée que j'ai derrière la tête, c'est que la France, qui est quand même un bon vendeur d'armes partout sur la planète, qu'est-ce qui se serait passé si la France avait vendu des missiles Pluton ou des missiles Hades à la Géorgie, puisqu'il me semble que ça aurait été financièrement accessible, par exemple, à ce genre de pays. Et l'idée que j'ai derrière la tête dans cette vidéo, c'est est-ce que si vraiment on souhaite la paix partout sur la planète, pour faire cesser la casse-couillerie par exemple de la Russie dans le Donbass ou en Géorgie, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir la possibilité de vendre ces petits missiles pré-stratégiques nucléaires à ce genre de petits pays qui n'a pas trop les moyens de les créer par soi-même? Est-ce que les Russes casseraient autant les pieds qu'ils le font à la Géorgie depuis aussi longtemps, au Donbass depuis aussi longtemps, si ces pays en question possédaient l'arme dont je viens de vous parler, qui de toute façon a une portée telle qu'elle ne peut être utilisée que dans les conditions d'agression que je viens de vous décrire. Et en plus, une arme qui est certes nucléaire, mais qui a le mérite de ne pas mener à un engrenage, une escalade nucléaire, puisque c'est une petite arme, une petite charge au regard de l'arsenal nucléaire conventionnel. Dans le cas de la guerre israélo-palestinienne, je me pose la question, si les Palestiniens possédaient des missiles Pluton ou des missiles Hades, est-ce que les Israéliens se comporteraient, ou en tout cas le gouvernement israélien, se comporterait comme il s'est comporté ces 50 dernières années? Est-ce que Benjamin Netanyahou aurait été aussi raciste et provocateur si les Palestiniens avaient possédé ce genre d'armes? Et donc je réponds à M. Mélenchon que c'est bien beau de faire des discours sur la canebière avec son petit rameau d'olivier, mais que c'est pas avec forcément des rameaux d'olivier qu'on fait taire un géant bien plus grand que vous, qui a des armées bien plus nombreuses que les vôtres, bien plus fournies que les vôtres. Et je réponds à M. Mélenchon que, soi-disant, il veut la paix, alors que ce sont les communistes et les socialistes qui ont une grande part de responsabilité dans l'abandon des programmes Pluton et Hades, ces missiles français qui sont peut-être les plus intéressants et les plus valables d'un point de vue dissuasion nucléaire. Je m'interroge sur le caractère sensé d'avoir mis fin aux missiles Hades pour également d'autres raisons. Les voici. Les missiles Pluton, des informations que j'ai trouvées en termes de charge, d'intensité, si vous voulez, de force de ces ogives, c'est entre 10 et 25 kilotonnes. Et en plus, donc je vous dis, 10 à 25 kilotonnes, c'était réglable. Vous voyez, donc c'était très très intéressant, puisque ça permettait d'affiner la frappe. Le missile Hades qui a suivi, on est passé tout de suite plutôt à 80 kilotonnes. Alors à titre de comparaison, les bombes qu'ont larguées les États-Unis d'Amérique sur Hiroshima et Nagasaki, c'était respectivement 15 et 23 kilotonnes. C'est pour vous donner une ordre d'idée de grandeur, bien que je suppose qu'il y a une différence de maîtrise de la technologie entre les bombes qu'ont utilisées les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki et celles, les ogives Pluton et Hades. Je pense que quand on compare les kilotonnes, il faut tenir compte qu'il y a une évolution, une amélioration de la technologie entre-temps. Mais grosso modo, vous voyez que donc il s'agit de vitrifier une ville, de gommer une ville. Et effectivement, une ville, comme Hiroshima ou Nagasaki, on retrouve géographiquement cette notion de localisation. C'est un impact relativement limité. Donc les communistes se disent pour la paix, mais c'est à eux qu'on doit l'abandon des missiles Pluton et Hades qui font entre 10, 25 ou 80 kilotonnes, alors que nous disposons des missiles M51 dans l'armée française. On a actuellement les missiles M51 qui font 100 kilotonnes, et on a également les missiles ASMP-A de 300 kilotonnes. Donc on avait des petites ogives nucléaires pour faire de la précision, de l'ultime avertissement, et on les a plus, et on n'a plus que des gros trucs maintenant.
est-ce que les communistes ont vraiment joué dans le sens du maintien de la paix? Surtout que c'est bien joli que la France abandonne ses petits programmes d'ogives nucléaires, enfin ses programmes de petites ogives nucléaires, mais à quoi ça sert que nous, les Français, on ait arrêté alors que y a des pays qui ne se gênent pas? Par exemple, les États-Unis, ils ont un missile RR qui s'appelle le GAR-11 AIM-26A et qui peut tout à fait être utilisé pareil pour délivrer une petite charge nucléaire, une petite ogive nucléaire dans les ordres de grandeur que je vous ai dit des missiles Pluton et Hades entre 25 et 80 kilotonnes. Les Américains ont aussi le missile RIM-2D, pareil, qui peut être vu comme un missile courte, moyenne portée qui va délivrer une petite ogive nucléaire. Donc, à la truelle, grosso modo, des équivalents des missiles Pluton et Hades. Donc nous, les Français, on a arrêté ces programmes, mais les autres armées du monde ne se gênent pas. La Russie, c'est pareil, eux aussi, ils ne se gênent pas pour diversifier et avoir des équivalents aux missiles Pluton et Hades. Il y a également l'État d'Israël. L'État d'Israël a un missile qui s'appelle le Jericho 1, et sous sa forme nucléaire, il peut délivrer 20 kilotonnes. Donc on retrouve quelque chose d'extrêmement proche de ce qu'était le missile Pluton. Et le Jericho 1 israélien est également une arme de courte portée. Donc c'est l'équivalent du missile Pluton. Et Israël a également une deuxième arme similaire au Pluton et à l'Hades, c'est le Jericho 2. J'en profite pour rappeler que Israël, à l'heure actuelle, fabriquerait entre 10 et 15 nouvelles bombes atomiques par an. Donc tout ça pour dire que vous êtes bien gentils, vous les communistes, quand vous nous faites vos grandes déclarations de souhait de paix, vos grandes revendications de progrès que vous nous auriez apporté ou que vous auriez apporté en France. Sur ce volet-là, j'aimerais bien savoir ce que vous avez à répondre. Alors, je vais autocritiquer et pondérer mes propos, parce que quand même, dans le programme commun de gouvernement, il faut reconnaître qu'il y avait l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort me semble une excellente chose, premièrement parce que les forces de l'ordre, la police et les gendarmes, ont une méthodologie médiocre d'investigation, je trouve, de désignation des coupables. Et deuxièmement, parce que je ne crois pas dans la causalité. Je pense que la causalité est une perception biaisée de la corrélation. La corrélation existe au même titre que la moyenne pondérée, la moyenne arithmétique, la moyenne harmonique, mais la causalité n'existe pas, de même que la moyenne n'existe pas. La moyenne, ça ne veut rien dire. Vous êtes obligé de choisir un type de moyenne différent. Quand vous comprenez chaque formule de la moyenne, vous comprenez que ce sont des choses extrêmement différentes, ce sont des idéologies différentes, ce sont des manières de récompenser plus ou moins tel critère et de sanctionner plus ou moins tel critère pour caractériser une population. Et donc la causalité, c'est pareil, c'est une vision niaise de l'espace quadridimensionnel résumé à une vision bidimensionnelle. Pour moi, la causalité, c'est comme le paradis, l'âme ou Dieu, c'est un poison que nous ont insufflé le judaïsme, le christianisme et l'islam dans notre esprit humain au travers des derniers millénaires d'influence. Et donc vous comprenez bien que comprendre que tout est corrélé, que la causalité n'existe pas, ça pose d'énormes problèmes quand on veut désigner une personne coupable et a fortiori coupable, tellement coupable qu'on va la tuer, la peine de mort. J'en profite pour préciser au passage que les socialistes et communistes ont voté pour que M. François Mitterrand devienne président de la République en 1981, alors que M. François Mitterrand avait fait l'objet d'un faux attentat. Donc c'est une chose à savoir, que les socialistes et les communistes, ça ne les dérange pas de voter pour quelqu'un qui a fait l'objet d'un attentat simulé. Ça aussi, dans une optique de progressisme ou de maintien de la paix, on peut s'interroger sur la pertinence de ce geste. Alors je vais encore autocritiquer ce que je viens de dire, pour être un peu sérieux. Certains vont peut-être me dire que les communistes et les socialistes, via le programme commun de gouvernement, ne visaient pas tellement les missiles Pluton et Hades, mais plutôt des grosses charges utiles, les grosses ogives nucléaires, et que François Mitterrand les a trahis sur bien des aspects. D'ailleurs, ça peut se discuter, effectivement.
Donc je comprends que les communistes et les socialistes pourraient justifier en disant qu'il y a peut-être des communistes socialistes qui disent qu'effectivement, eux, ils auraient préféré qu'on garde les missiles Pluton et Hades et qu'on réduise ou qu'on abandonne des programmes d'ogives nucléaires bien plus importantes. Ce à quoi je répondrais que d'accord, c'est bien, c'est intéressant, mais du coup, vous reconnaissez qu'effectivement, chronologiquement, vous remettez en doute l'efficacité des communistes et des socialistes dans la limitation de la menace nucléaire. Et vous reconnaissez que les actions des socialistes et des communistes n'ont pas très bien joué pour le maintien de la préservation de la paix sur ces histoires de missiles Pluton et Hades. Je dois reconnaître aussi que ça ne me paraîtrait pas incohérent que pour donner du lard au cochon, pour donner de la viande à manger à son parti, les socialistes et les communistes, quand François Mitterrand, élu président de la République et chef des armées, a peut-être réuni ses conseillers militaires pour soulager la pression, pour donner du grain à moudre aux socialistes et aux communistes, il est possible que les armées, les conseillers militaires, bon gré mal gré, quitte à devoir abandonner une partie de l'armement nucléaire français, aient choisi délibérément de choisir les charges les plus faibles. Tout ça pour pouvoir dire, bah vous voyez, on a fait quelque chose. Tout ça pour que François Mitterrand puisse se sauver la face en disant, vous avez vu, on a bien mis fin à un programme d'ogives nucléaires françaises, tout en continuant à travailler sur des ogives nucléaires bien plus grosses, avec des moyens de projection, avec des portées bien plus importantes. Autre inconvénient de l'abandon des missiles Pluton et Hades, je vais donner un exemple. Bon, ça peut vous paraître un peu surprenant, ubuesque. Imaginez que demain, des extraterrestres débarquent et nous envahissent la Bretagne, par exemple. Ce sera grâce aux socialistes et aux communistes qu'on pourra dire que si on n'a plus ces petits missiles nucléaires qu'on pourrait tirer sur son propre territoire parce qu'elles ont un impact, mine de rien, très localisé, si dans un scénario comme ça, on sera obligé de soit ne pas utiliser du tout la force nucléaire, soit d'avoir recours à des charges, à des ogives nucléaires bien plus importantes sur notre propre territoire et donc avoir bien plus de pollution, de problèmes dans le temps et de dégâts collatéraux, ce sera grâce au travail de sape des socialistes et des communistes via ces événements qui ont eu lieu et qui ont abouti au retrait anticipé des missiles Hades en 1981. Ce sera grâce ou à cause des actions conjointes des socialistes et des communistes qui ont mené en 1991 à l'arrêt du programme Hades. Alors je ne suis absolument pas un militaire, je ne suis absolument pas spécialisé sur ces informations, vous trouverez mes sources dans la description sous la vidéo, je vous invite à me faire part de mes erreurs grossières si vous en connaissez. Il est tout à fait possible qu'il y ait des gros trous dans la raquette dans mon raisonnement, il est possible qu'il y ait aussi un fond de vérité, et je pense m'être sérieusement livré à un exercice intellectuel qui démontre que non, les communistes disent vouloir la paix, mais dans leur action récente, on parle quand même de la deuxième moitié du XXe siècle, et dans leurs actions, les socialistes et les communistes n'ont pas œuvré pour la paix, voire même plutôt le contraire. Et là, il s'agit bien du Parti communiste français. Là, vous ne pourrez pas vous cacher derrière votre doigt en nous accusant de vouloir vous faire porter le chapeau de partis communistes ailleurs sur la planète. Si vous avez apprécié le sujet abordé, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Je vous invite à vous exprimer dans ces commentaires. Ce sont des sujets passionnants et multiples. Le moindre débordement, le moindre manque de respect de quiconque contre quiconque sera sanctionné à terme par un bannissement pur et simple, sans préavis. Cela veut dire que tous les commentaires que vous avez publiés sur cette chaîne seront supprimés et que vous ne pourrez plus jamais en publier de nouveaux. Moi, ça me va très bien que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça m'intéresse d'avoir accès à vos arguments, mais à vos arguments. Aucune insulte ou manque de respect ne sera toléré. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie de fournir des moyens de trouver des solutions à des problèmes divers et variés, et donc dans le cas présent, il s'agissait de trouver des solutions à avoir un peu plus clair dans le jeu des communistes. Mais je dois vous prévenir que je fais également beaucoup de bricolage, de mécanique, d'électroménager, d'électronique, des choses qui peuvent vous sembler très différentes, mais qui pourtant tournent autour du sujet des solutions. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. À cet effet, vont s'afficher à l'écran un rond, il vous suffit de cliquer dessus, ça vous abonne gratuitement. Et va s'afficher également un rectangle. Si vous cliquez sur ce rectangle, cela vous emmènera dans un épisode dans lequel
J'explique pourquoi clairement. Monsieur Mélenchon et le parti de la France Insoumise n'est, je ne pense pas du tout, un parti qui œuvre et qui se préoccupe réellement de l'intérêt du peuple. Je pense avoir détecté dans le programme de la France Insoumise que c'est certainement pas eux qui vont casser la ségrégation culturalo-socio-économique entre les différentes strates de la société.